nous allons pouvoir commencer. Donc, très rapidement, je présentais les personnes qui sont autour de moi. Et puis, nous allons donc introduire ce forum, je dirais, à deux voix, avec deux interventions. Et puis, ensuite, vous aurez le déroulé qui vous a été communiqué, mais on précisera dans un second temps. Donc, pour ma part, je suis Elisabeth Boyer. Je suis donc chef du service académique d'information et d'orientation, donc au rectorat de Créteil, qui a pour mission et comme différentes activités tout ce qui concerne la persévérance et la lutte contre le décrochage scolaire, entre autres, puisque on a aussi tout ce qui est l'affectation et l'orientation des élèves post-bac et pré-bac. Voilà, pour faire rapide sur les missions du service académique d'information et d'orientation. Je suis entourée de Guillaume Duhec, qui va peut-être se présenter. Oui, bonjour, donc, je suis Guillaume Duhec, laïc de lettres. Et donc de Tania Gouzougek, qui va aussi se présenter. Tania Gouzougek, coordonnatrice académique à MLDS. Donc nous sommes pas dans cette salle, mais vous allez aussi rencontrer d'autres personnes, notamment des enseignants, des CPE, qui vont animer les ateliers qui auront lieu dans un second temps. Donc l'objectif de ce forum de la persévérance, c'est de pouvoir vous donner l'occasion d'avoir à la fois des apports sur ce temps de plénière, sur de quoi parle-t-on, quels sont un petit peu les éléments de contexte autour de cette notion de persévérance scolaire, et puis des contextes académiques sur ce qui se passe, comment les choses sont traitées, et puis les perspectives que l'on peut se fixer autour de cette thématique. Donc là, ce sera le temps de plénière, et puis dans un second temps, vous aurez des temps d'atelier plutôt destinés à échanger à côté des animateurs qui ont un vécu autour de cette question de la persévérance et du décrochage scolaire, et avec lesquels vous pourrez à la fois échanger à partir de leurs expériences, et puis aussi dans les perspectives et dans les choses que vous avez déjà mis en place dans votre pratique professionnelle. Je rappelle que la thématique de cette semaine de la persévérance et de ce forum, puisque le forum, je dirais, est la première étape de la semaine de la persévérance qui se déroulera la semaine prochaine, et on en parlera notamment dans les éléments de conclusion, a pour thématique l'accrochage au cœur de la classe. Et donc, dans les actes pédagogiques qui peuvent être faits dans l'établissement et dans la classe, en quoi on peut travailler cette question de la persévérance scolaire. Donc voilà cette thématique qui avait été déterminée, qui a une thématique qui a déjà été travaillée l'an dernier, mais qui nous semble vraiment, et je vais m'en expliquer en quoi elle est essentielle quand on parle et qu'on traite la question de la persévérance et de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc tout d'abord, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que, alors, vous savez qu'on a à la fois deux types d'actions, des actions qui relèvent de tout ce qui est avant que l'élève sorte du système scolaire, et puis tout ce qui est, dans le cadre de la persévérance, tout ce qui peut se passer au sein de la classe et au sein du système scolaire. Si je prends les élèves qui sortent du système scolaire et que l'on repère, peut-être que vous en avez entendu parler, pour certains d'entre vous, par un système d'échange d'informations interministérielles, le SIEI Rio, où on repère les élèves qui sont sortis sans qualification de notre système scolaire ou sortis avant 18 ans et sans poursuite de formation ou d'emploi. Quand on regarde les données issues de cet outil, il apparaît que les jeunes qui sont sortis, il est très difficile d'une part de rentrer en contact avec eux et de les faire revenir vers un accompagnement, quel que soit le type d'accompagnement. Je ne parle pas nécessairement de retour en scolarité, puisque le principe des élèves sortis du système scolaire, c'est de pouvoir leur proposer un accompagnement qui correspond le mieux à leurs besoins, à leurs envies, à l'état dans lequel ils sont, et ce n'est pas toujours retourner à l'école. Pour autant, donc, la façon dont les choses fonctionnent, c'est qu'on contacte tous ces jeunes qui apparaissent dans ces fameuses listes SIEI Rio, donc qui sont des élèves sortis, et ils sont contactés pour leur proposer un accompagnement. Quand on regarde sur l'ensemble de ces listes, pour vous donner quelques repères, déjà 86% d'entre eux, quand on essaye de les contacter, on est en difficulté pour le faire, et donc nous, on les considère comme injoignables. Alors, ça peut être pour différentes raisons, soit parce qu'ils nous ont donné un numéro qui n'est plus utilisé. C'est un peu notre difficulté, notamment avec les téléphones portables et des jeunes qui changent quand même régulièrement de numéro de téléphone, soit parce que les coordonnées qu'ils nous ont fournies aussi de leur famille ne sont pas les bonnes, soit voilà, pour différentes raisons, un certain nombre de ces jeunes et un nombre important de ces jeunes restent injoignables. Une fois qu'on a établi le contact, donc pour ceux pour lesquels nous avons établi le contact, ensuite il y a une proposition d'accompagnement.
proposition d'accompagnement au sens large, hein, comme je le disais, ce n'est pas nécessairement du retour à l'école, ça peut être une prise en charge par des partenaires, par d'autres acteurs, je dirais, de ce qu'on appelle la lutte contre le décrochage scolaire, que peuvent être par exemple les missions locales. Donc c'est un accompagnement au sens large. Et donc parmi ceux que nous avons réussi à joindre, 60% d'entre eux refusent l'accompagnement, refusent le contact. Donc on voit bien que le fait, c'était vraiment pour moi un élément important à porter à votre connaissance si vous ne le savez pas déjà, mais j'imagine que vous l'avez déjà en tête, mais là c'est chiffré, que quand la rupture, je dirais, est consommée, il est difficile de reprendre le contact et de refaire venir ces jeunes vers nous ou vers l'un de nos partenaires. Donc, quand je dis vers nous, c'est vers nous au sens large. Donc, tout l'intérêt, je dirais, de la thématique de ce forum et des choses que vous allez pouvoir travailler tout au long de cette matinée, de travailler la question de comment faire en sorte que nos jeunes ne soient pas en rupture complète avec nous, mais que le lien soit maintenu, même si c'est un lien pour les accompagner vers autre chose. Ce n'est pas nécessairement, là aussi, hein, on sait qu'il y a certaines situations où les jeunes ont besoin à un moment donné de s'éloigner de ce que nous pouvons leur proposer dans le système scolaire éducatif de l'éducation nationale, peut-être pour y revenir à un autre moment, ou peut-être pour trouver un chemin ailleurs, mais l'important, c'est qu'ils continuent leur chemin et qu'ils ne soient pas dans cet élément de rupture qui fait qu'ils sont, en général, quand ils sont en rupture consommée, je dirais, avec l'école, ils sont aussi en rupture plus largement avec beaucoup d'autres types d'accompagnement et beaucoup leur insertion dans la société et ils partent sur d'autres chemins, voire ils peuvent être très isolés ou être dans un système de fonctionnement qui les éloigne, je dirais, de la communauté, de la société pour dire les choses largement. Donc, d'où l'importance de ce travail pour maintenir ce lien et accompagner. Donc, et qui justifie, je dirais aussi, tout ce que nous allons travailler ensemble, tout ce que vous allez travailler ensemble aujourd'hui et tout ce que vous faites au quotidien dans vos établissements scolaires, que ce soit en tant que chef d'établissement, que enseignant, que RDS, que coordo MLDS, que directeur de CIO dans le cadre des focales et des PSAD, en tant que psy-EN. Voilà, tous les acteurs qui sont présents ici, on le sait bien, agissent chacun à leur niveau et dans un collectif. Je crois que ça fait partie aussi quand même des messages qui sont important, la question du décrochage scolaire, elle se travaille dans un collectif parce que, vous le verrez avec le collègue Guillaume Duez, elle prend des formes et elle peut s'exprimer de différentes façons et prendre ses racines, je dirais, dans différentes histoires personnelles, d'histoires scolaires, histoires familiales. Et c'est pour ça que le travail sur le collectif du repérage et de la prise en charge nous semble indispensable. Donc, et puis d'être formé et d'être accompagné aussi en tant que professionnel pour avoir un œil attentif pour repérer ces premiers signes de décrochage. Puisqu'on voit bien que selon aussi les individus, la forme du décrochage ou les premiers signes du décrochage peuvent s'exprimer de façon assez différente. Vous le voyez, j'imagine, au quotidien, avec des choses qui peuvent être très visibles, des manifestations, je dirais peut-être même quelquefois un peu tempétueuses, avec des jeunes qui sont dans l'opposition, dans la provocation, on a aussi des manifestations plutôt dans le retrait, avec des jeunes, c'est toute la question autour des jeunes qui sont en absentéisme, alors on peut commencer par de l'absentéisme perlé, puis après des grands moments d'absentéisme, des jeunes qui sont très discrets, qui peuvent être présents physiquement, mais qui sont en décrochage aussi dans ce qu'on leur propose, dans le type d'activité qu'on leur propose et qui sont présents physiquement, mais pour lequel on peut avoir du décrochage, enfin autant de choses qui seront abordées par la suite. Mais l'idée aussi de ce forum, c'est de bien se mettre d'accord sur un certain nombre de points et qu'on soit tous collectivement attentifs à ces premiers signes pour éviter cette rupture qui après est difficile, pour laquelle après le lien est difficile à rétablir. Je voulais revenir sur un petit état, je dirais, alors c'est pas du tout exhaustif, loin de là, et puis ce sera largement complété par les ateliers, puisque vous aurez des personnes dans les ateliers qui ont des vécus d'actions, de choses qui sont mises en place, des réflexions qui ont été mises en place dans les établissements scolaires autour de cette question, mais rappeler d'un point de vue, je dirais, institutionnel, un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place dans le cadre de cette lutte contre le décrochage scolaire et persévérance. Je vous rappelle qu'il avait été élaboré, alors on le remettra, peut-être qu'il a déjà été remis dans le diaporama qui vous sera transmis, ou sinon on le fera, un document qui est un recueil pédagogique qui a été élaboré par des collègues inspecteurs
sur comment prendre en charge le décrochage et des outils à destination notamment des enseignants pour les amener à réfléchir sur ces gestes d'accrochage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien, dans sa classe, dans son établissement, chacun là où il est, je dirais, à sa place dans l'institution, pour favoriser les gestes d'accrochage et éviter de perdre ce lien. Donc, vous avez ce recueil pédagogique qui a été élaboré l'année dernière, me semble-t-il, et que je souhaite à nouveau porter à votre connaissance et qui, me semble-t-il, est un outil qui peut être très utile quand on se pose des questions, en disant, bah oui, moi je voudrais bien faire des choses, mais j'ai un petit peu de mal. Ça vous donne quelques premières pistes assez concrètes de choses qui peuvent être mises en place dans la classe. Autre élément, je dirais, au niveau institutionnel pour travailler cette question, je rappelle qu'il y a, et donc peut-être certains d'entre vous ont pu y participer, la formation au CPLDS, donc au certificat de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire, qui permet donc de certifier cette compétence. Donc c'est une formation relativement lourde, dont les inscriptions vont avoir lieu à partir du mois de mai jusqu'à la fin juin. Voilà. Donc chaque la circulaire va bientôt paraître, d'ici 15 jours, je pense. Voilà, donc ça, c'est une possibilité qui aussi vous est donnée pour à la fois vous former, vous professionnaliser sur cette question, mais aussi faire reconnaître les compétences et les actions que vous avez déjà développées dans le cadre de la persévérance, puisque après, une fois qu'on a la formation CPLDS, on peut passer la certification. Et donc, c'est une certification qui est nationale et qui permet de reconnaître et de jouer aussi un rôle après, de donner aussi une légitimité dans son travail au quotidien, dans son établissement, dans sa classe, sur cette thématique-là. Autre élément, je dirais, institutionnel autour de cette question, tout ce qui est autour de l'école académique de formation continue. Je ne sais pas si vous avez entendu parler que dans les académies, la formation continue est en train de se réorganiser. Ce qu'on appelait avant le plan académique de formation va devenir l'école académique de formation continue, avec notamment un certain nombre de parcours thématiques qui pourront être proposés. Donc, il y aura des parcours autour de cette question de la lutte contre le décrochage scolaire et de la persévérance qui seront proposés. Je dirais que la différence entre les stages académiques que vous pouviez demander à vous inscrire dans le cadre du PAF pouvaient être des choses un petit peu ponctuelles. Là, l'idée des parcours de formation dans le cadre de l'école, c'est un parcours un petit peu plus long et puis sur une thématique que vous pouvez construire et que vous pouvez suivre pour là aussi vous professionnaliser sur une thématique. Donc, assez rapidement, d'ici la fin de l'année, alors c'est en train de se structurer, parce que c'est vraiment un changement dans la conception par rapport à ce qu'on connaissait avant avec des modules un petit peu détachés les uns des autres sous forme de grands chapitres. Là, donc le temps que ces choses se construisent, le plan académique avec ces différents parcours vont paraître là au cours du 3e trimestre et vous pourrez, comme d'habitude, vous inscrire sur ces modules. Il me semble que c'est quelque chose à signaler aussi pour le public que vous êtes. Autre élément, je dirais aussi de contexte et d'action mise en place, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est donc la semaine de la persévérance scolaire. Donc cette année, ce forum est la première action de cette semaine de la persévérance. Alors je vous dirais que c'est un petit peu aussi, c'est pas complètement de notre fait, puisqu'en fait elle était programmée dans un premier temps, le forum était programmé dans un premier temps plus tôt dans l'année, mais que nous avons dû le déplacer au regard des éléments de contexte sanitaire. Et notamment de la nécessité que vous soyez tous devant élèves le plus possible, compte tenu des collègues qui pouvaient être absents parce que malades ou en difficulté en rapport avec cette situation sanitaire. Donc, finalement, nous avons déplacé ce forum et le choix qui a été fait, c'était donc de le déplacer aujourd'hui pour aussi en faire un événement dans le cadre de cette semaine de la persévérance. Donc, on y reviendra, Tania Bouzouga qui reviendra à la fin de la présentation, mais vous pouvez encore inscrire, on vous dira comment inscrire des actions, mener des actions pendant cette semaine. Alors bien sûr, on sait que la persévérance et la lutte contre le décrochage, et ça fait partie de mon discours d'introduction, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui est presque à chaque heure de cours, et c'est pas seulement pendant la semaine de la persévérance. Mais pour autant, c'est un temps fort, une façon aussi de mettre en lumière des actions, et puis aussi quelquefois de se retrouver au sein d'une communauté, que ce soit au sein d'un établissement, que ce soit au sein d'un district,
que ce soit au sein d'une communauté d'acteurs, je sais pas, les référents décrochage scolaire qui choisissent de faire une action en commun, mais de se donner des temps forts pendant cette semaine pour réfléchir, pour questionner, pour mettre en valeur des actions qui peuvent être faites au quotidien, je dirais, sur cette thématique. Autre point que je voulais aussi souligner, certains d'entre vous ont certainement dû y participer. Nous avons eu aussi donc les assises de la réussite scolaire. Donc selon, je dirais, les communications qu'elles pouvaient avoir, et d'ailleurs ça peut interroger sur le sens de tout cela, selon les communications, vous avez pu les voir intitulées sous forme assises de la lutte contre le décrochage scolaire et quelquefois assises de la réussite scolaire. Bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui est à interroger, cette double appellation, selon qui communiquait sur cet événement. On a pu voir les deux items qui apparaissaient. Qui a eu lieu donc conjointement organisé par la région Île-de-France, les 3 académies, la préfecture, et donc qui a donné lieu, peut-être certains, je vous disais, ont participé, qui a donné lieu à des ateliers, là aussi des temps de réflexion avec des acteurs venant de différents horizons pour aussi mutualiser, échanger, et puis avec des élèves aussi qui étaient présents, avec l'idée de dégager des grands axes stratégiques pour ce travail autour du décrochage scolaire au niveau de la région académique. Donc, les actes de ces assises ont été publiés là très récemment. Et puis, on verra donc comment ces axes qui ont été élaborés vont pouvoir se mettre en place au niveau régional. Ça, ce sera dans un second temps. Vous savez qu'on est dans un contexte aussi où en ce moment, je dirais, les grandes décisions politiques sont un petit peu, on va dire, en suspens, mais que les choses vont pouvoir reprendre dans un second temps très proche. Sur les perspectives et les pistes de travail, je voulais quand même mettre l'accent sur différentes choses qui vont avoir lieu là, dans les prochains mois et dans les prochaines années à venir. D'une part, un travail qui est engagé alors, avec les conseillers départementaux MLDS et puis Tania Bouzouguet notamment, autour de la certification des compétences dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. On sait qu'un certain nombre de nos jeunes peuvent avoir à un moment donné besoin un petit peu de ce temps de repli face à la scolarité, et c'est ce qu'on appelle notamment dans le cadre des actions qui peuvent être menées dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Ça peut être dans le cadre des pôles de remobilisation, ça peut être dans le cadre des pôles bilan positionnement, etc. Donc un certain nombre d'actions sont mises en place pour accompagner ces élèves qui se sont un petit peu éloignés ou qui ont eu un temps d'éloignement de la scolarité qu'on va dire ordinaire, si tant est que ça existe. Et il se passe des choses pendant ces temps de sas un petit peu. Et donc l'idée, c'est de travailler quelles sont les compétences que ces jeunes peuvent acquérir pendant ce temps-là, et qui ne sont pas nécessairement, alors qui peuvent être des compétences, je dirais, et des savoirs purement scolaires, bien entendu, on sait que ces choses-là sont travaillées, mais aussi des compétences qu'on appelle plus des compétences douces, ce qu'on appelle les soft skills, avec la capacité à reprendre, par exemple, confiance en soi, la capacité à reprendre un travail en collectif. Et donc, il y a un travail qui est engagé pour voir comment on peut certifier, valider ces compétences pour aussi les valoriser dans la poursuite du parcours de l'élève, là aussi, que ce soit un parcours scolaire ou un parcours vers l'emploi ou un parcours vers l'insertion, mais que pendant ce temps-là, un certain nombre de choses se sont passées et que l'on puisse les valoriser et les mettre en avant pour ces jeunes, dans l'idée aussi que ce temps soit aussi un temps reconnu qui fait partie de leur parcours et qui peut être une richesse et leur permettre de partir vers autre chose. Oui, puisqu'en fait, le diaporama, je regarde juste le dernier chat, oui, le diaporama pour le moment est stable, puisqu'en fait, moi, je n'avais pas prévu dans mon discours de l'accompagner du diaporama, donc voilà, il y a juste une qui apparaît pour mieux vous concentrer sur le discours. Autre perspective importante, c'est le nouveau programme régional du Fonds social européen, pour lequel cette année, la thématique unique qui est retenue au niveau régional, c'est donc le décrochage scolaire, dans le cadre de la priorité 4, qui est une priorité européenne, avec 4 grands types d'actions possibles. Alors, je sais, pour avoir suivi aussi un des projets dans le cadre des FSE, je sais toute la lourdeur administrative que peut représenter
le montage d'un dossier FSE. Donc, j'évacue tout de suite cette question-là et cet aspect-là. Je le sais, maintenant, on a quand même une expérience de plus en plus importante sur le montage de ce type de projet et gagner, je dirais, en agilité sur les aspects administratifs, même si je ne nie pas que c'est quelque chose qui peut être relativement lourd à monter et à suivre d'un point de vue administratif. Par ailleurs, on a quand même vu aussi des projets, ça donne aussi un certain nombre de moyens, hein, que ce soit des moyens notamment en euros, des possibilités de rémunération aussi, d'intervention pour des acteurs de l'éducation nationale, pour faire intervenir aussi des partenaires. Donc, c'est quand même une source, je dirais aussi, une ressource en termes de moyens qui n'est pas à négliger. Et il me semble important de vous signaler cet élément-là. Donc, pour la prochaine campagne du Fonds social européen, 4 grands types d'actions seront possibles au niveau du décrochage scolaire. Des actions autour de l'accompagnement ponctuel d'élèves, donc plutôt des actions que l'on va qualifier de courtes, voire de très courtes. Là aussi, hein, ce qui rentre complètement dans le champ de notre travail d'aujourd'hui, des actions visant à prévenir le décrochage, en portant une attention particulière aux élèves qui présentent des signes d'abandon scolaire, des collégiens, des lycéens, ça peut être aussi des élèves qui sont temporairement exclus, parce qu'on sait que nous aussi, hein, en tant qu'institution, on peut générer des situations de décrochage scolaire quand on exclut un élève. Quelque part, nous aussi, par notre l'acte que l'on pose, s'il n'est pas accompagné, on peut avoir une action qui va vers le décrochage scolaire, alors que s'il en est un acte pédagogique et qu'il s'inscrit dans le parcours de l'élève et qu'il prend du sens, eh bien, il peut avoir tout à fait une autre fonction que d'être vécu comme un élément supplémentaire, je dirais, de décrochage. Donc, voilà le type d'actions qui peuvent être menées, donc aussi sur l'accompagnement au projet professionnel, les actions de remise à niveau pour des élèves décrocheurs, des actions autour du climat scolaire, des actions autour de la lutte contre la violence comme facteur de décrochage, la lutte contre le harcèlement. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'actions plutôt ponctuelles, plutôt courtes, qui peuvent rentrer sous ce chapitre accompagnement ponctuel. Après, l'autre axe qui peut être développé, l'autre type d'action, ce sont des actions plus individualisées, notamment dans le cadre des transitions. La transition collège-lycée, il ne faut pas aussi utiliser la transition lycée-enseignement supérieur. On a aussi des décrocheurs du supérieur. Et comment nous, même si aujourd'hui vous êtes des acteurs, je dirais, du second degré, hein, comment nous, dans le second degré, on peut aussi agir pour éviter que ce moment de transition vers l'enseignement supérieur soit aussi un moment de décrochage. On sait que tous ces moments de transition sont des moments qui peuvent être déstabilisants, notamment pour les élèves les plus fragiles, et qu'on a un certain nombre de jeunes, hein, qui vont rompre leur lien, je dirais, avec l'institution scolaire dans ces temps de transition parce qu'ils ont réussi au collège à créer ce lien, avec, que ce soit avec un enseignant, un CPE, voilà, un personnel ou avec une équipe, hein, dans le meilleur des cas, qui leur permet de tenir et de continuer à s'investir dans leur scolarité. Et puis, au moment où ils passent, par exemple, au lycée, où ils passent à l'université, ils ont du mal à recréer ce lien, à avoir une relation individuelle avec les personnes de l'établissement. Et ça peut être le moment où le décrochage se met en place. Et là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'en plus, il n'y a plus de personnes physiquement qui font ce lien avec lui. Sur ces actions individualisées, ça peut être aussi des actions autour du tutorat, ça peut être des actions sur un public particulier, ça peut être par exemple les élèves allophones, des élèves en situation de handicap. Voilà. Donc, voilà le type d'actions individualisées qui peuvent être rentrées dans ce cadre-là. Et puis, l'autre axe, c'est l'axe autour des projets de classe. Donc là, bah, comme le nom l'indique, hein, sur un dispositif qui peut être mis en place au sein d'une classe, au sein d'un niveau de classe, voire au sein d'un établissement, donc sur un public plus large et sur une action de plus grande envergure, en tout cas qui touche un nombre d'individus de façon collective, de façon plus importante. Et puis l'axe 4, c'est autre action, parce qu'il existe toujours quand même une rubrique autour de autre action qui ne rentrerait pas dans les 3 axes que j'ai cités. La particularité de ce projet FSE, c'est que de cette programmation, c'est que ce sont des projets de grande envergure, je dirais, en termes de moyens qui sont financés. Et donc, ce qui est à privilégier, ce sont des actions, même si c'est sur l'axe accompagnement individuel ou accompagnement ponctuel, mais qui peuvent être rayonnées sur, je dirais, un territoire ou une population importante.
Ça fait partie des préconisations qui sont données. Donc, ça peut être à l'échelle d'un établissement, ça peut être à l'échelle d'un réseau d'établissements, ça peut être à l'échelle d'un district, ça peut même être à l'échelle d'un département. Donc, ça pourrait même être à l'échelle d'une académie. Donc ça fait partie quand même de la dimension du projet qui peuvent être à différentes dimensions, mais quand même plutôt sur une dimension large. On ne peut pas avoir le projet d'une personne. C'était déjà pas le cas hein, sur les projets FSE précédents, mais là, il y a quand même la volonté que ce soit des projets qui permettent aussi de faire communauté, d'être sur du collectif, sur une dimension plus large que simplement l'individu, bien entendu, ou la classe. Donc voilà, mais on en est, je dirais, au début hein, du lancement de ce projet FSE. De toute façon, on reviendra vers vous quand les choses seront vraiment plus clairement définies, hein, notamment sur tout le montage administratif. Sur l'Académie de Créteil, je disais tout à l'heure qu'on avait un savoir-faire sur ce type de projet. Il y a une cellule FSE sur l'Académie de Créteil qui, d'ailleurs, coordonnera ce projet FSE pour toute la région académique. Donc, pour les 3 académies de l'Île-de-France, hein, Créteil, Versailles et Paris. Et donc, la coordination sera assurée par la cellule FSE de l'Académie de Créteil au regard de l'expertise qu'elle a pu développer sur le montage de ce type de projet voilà, auparavant. Juste un dernier point sur les choses que je voulais valoriser en termes de perspective et vous signaler une action particulière qui est menée notamment et qui est portée notamment par le conseiller départemental MLDS sur le 93 hein, avec l'ensemble de l'équipe autour de le lien entre le décrochage scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire et l'aménagement des espaces scolaires. Sur cette réflexion, sur en quoi l'environnement d'un élève, on a parlé tout à l'heure des gestes pédagogiques et de ce qui se passe dans la classe, dans la relation enseignant-élève, mais aussi pour avoir envie et continuer à être présent dans son établissement scolaire, on remarque, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites à ce sujet, que l'environnement dans lequel l'élève évolue, l'environnement physique dans lequel l'élève évolue, est aussi un facteur d'accrochage et en tout cas, on doit y porter une attention particulière parce qu'on sait que les élèves, hein, et peut-être certains plus que d'autres d'ailleurs, sont particulièrement sensibles à l'environnement dans lequel ils évoluent. Ils passent quand même beaucoup de temps hein, dans leur environnement scolaire et en quoi une réflexion sur les aménagements des espaces scolaires peut être au service de cette lutte contre le décrochage et de la persévérance scolaire. Donc, le collègue du 93 hein, va animer une journée de formation le 18 mai à l'atelier Canopée. Donc, je me permets de vous signaler, vous aurez des communications à ce propos qui vous seront aussi envoyées ultérieurement. Mais voilà, je me permets dans les perspectives hein, de vous signaler cette journée. C'est animé avec l'atelier Canopée. Il y a aussi un collègue IPR hein, qui travaille cette question-là, Monsieur Sicard, en lien donc avec le collègue de conseiller départemental, Monsieur Doumergue, Jean-François Doumergue. Et donc, vous êtes aussi invité à réfléchir cette thématique, voire à vous inscrire hein, sur ce temps de formation et d'animation autour de persévérance et aménagement des espaces scolaires. Voilà les grandes perspectives et les grands éléments d'introduction que je voulais partager avec vous. Je vais ensuite laisser la parole à Guillaume Duez et puis on fera peut-être un point après sur le déroulé et la suite de la matinée. Je te laisse la parole. Merci. Alors, moi, effectivement, je vais prendre la parole jusqu'à 10h30 à peu près, le temps que ensuite vous ayez le temps de rejoindre les ateliers. Et ce sur quoi on va essayer de penser ensemble, c'est justement ce lien entre ces mots de lutte contre le décrochage, de persévérance, qui nous occuperons donc la semaine prochaine, pour cette semaine de la persévérance, et ces fameux gestes d'accrochage qui sont une terminologie nouvelle. Et je renvoie effectivement au livret dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est disponible sur le site du SAIO. Alors, le but, bien évidemment, c'est de, quelque sorte, irriguer et impulser des idées pour cette semaine de la persévérance, alors pas forcément seulement celle de la semaine prochaine, mais les suivantes, et puis les différentes actions. Et je voulais ouvrir mon intervention en levant en fait un malentendu assez fréquent, qui est celui du rôle de l'inspecteur.
l'inspectrice, en tout cas de l'IPR, qui n'est pas de dire aux gens comment ils doivent faire leur travail. En fait, le rôle de l'inspecteur ou de l'inspectrice, c'est d'essayer de comprendre les situations, d'essayer d'analyser les situations pour donner prise aux gens sur leur situation professionnelle. Et merci. Si l'on, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous entendez derrière ce que je dis le fait qu'il y a cette nécessité, forcément, si on réfléchit à ce grand ensemble, voilà, d'avoir à l'esprit cette question du malentendu, de l'explicite dans la gestion des actions en direction des élèves, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que je choisis de commencer par cette idée de malentendu à lever. Et puis aussi parce qu'on va faire le lien. Alors je vais essayer de faire le lien pour que ce soit un peu dynamique d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à poser des questions pendant que je parle. On est plusieurs là pour pouvoir les surveiller. C'est aussi pour pouvoir faire le lien avec des témoignages audio que vous pourrez retrouver dans leur intégralité, là aussi sur le site du SAIO, dans l'audiothèque. Et là, en fait, j'en avais sélectionné certains pour pouvoir voilà, aérer ce discours et puis appuyer cette réflexion finalement dans un échange que l'on ne peut pas avoir, puisque c'est en visio comme ça, mais reconstituer ce type d'échange. Alors, un premier témoignage qui est celui d'une collègue que vous retrouverez pour certains ensuite en atelier, et qui parle de cette question de malentendu, d'explicitation. Alors on écoute. Ce que j'ai développé, parce que du coup, en tant qu'ancienne bonne élève qui comprenait les implicites, ça je ne l'avais pas perçu au début, c'est de travailler vraiment sur l'explicitation, être sûr que tout faire en tout cas pour que tout le monde comprenne, que ce soit expliciter les consignes, par exemple mettre en place un petit carnet dans lequel tous les professeurs peuvent noter les mots des consignes et le sens dans différentes disciplines et que les élèves puissent y avoir accès. Développer les compétences en explicitant chaque palier pour atteindre la compétence. Expliciter pardon, tout ce qui est caché derrière des concepts, faire travailler les élèves sur les réseaux conceptuels, enfin voilà, plein d'éléments dans l'explicitation, et voilà, ça c'était pas du tout évident pour moi en tant que jeune professeur, et je m'efforce de le faire maintenant. Donc, merci. Donc, cette question de l'explicitation, là, comme geste d'approchage, puisque les témoignages que vous entendez là sont liés à ces actions en direction de l'approchage. Et je voulais vraiment commencer par ce point, parce que c'est le point essentiel. La référence là au groupe ESCOL, à Stéphane Bonnery, c'est vraiment un élément essentiel qui permet aussi, dans ces temps de réflexion, de faire culture commune. Et pour avancer, ce qui m'intéressait au-delà de cela, c'est pour aller dans cette réflexion sur les gestes d'accrochage, c'est aussi finalement ce que moi j'étais en mesure de voir en prenant ce rôle de référent pour le décrochage scolaire, c'est ce foisonnement de mots finalement autour de cette notion de décrochage. Alors, en fait, c'est comme une pelote, hein, là, c'est pas une carte mentale, hein, c'est vraiment l'idée de dévider un petit peu la pelote. Dès qu'on parle de décrochage, on entend un nombre considérable de mots, diplôme, compétences, persévérance, connivence, famille. Et tous ces mots ne sont pas du tout à mettre sur le même pied, et surtout, c'est ça qui m'intéresse, peuvent constituer assez facilement un écran, des écrans, pour penser les actions. Ces mots sont parfois interchangeables et quand on prend par exemple j'essaye, hein, vous voyez bien, de diffuser aussi un certain nombre de ressources qui peuvent faire socle pour nos réflexions communes. Tout ça, vous le retrouverez sur le diaporama qui sera à votre disposition, et c'est fait en sorte pour que vous puissiez, quand il y aura des liens, aller directement vers les ressources. Donc quand on prend le texte là de Rémi Thibert que vous trouvez sur le site de l'IFE et qui en fait est une synthèse
des travaux de recherche, puisque ce sont les dossiers de veille de l'IFE. Tous ces mots qu'on trouvait dans la diapositive précédente, si on peut juste y revenir. Voilà, tous ces mots, on va les retrouver dès qu'il y a un échange, dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a quelque chose autour du décrochage. On retrouve toutes ces questions qui peuvent très facilement faire écran et qu'on ne va pas élucider tous, mais je voudrais isoler surtout la question du décrochage, la question de la difficulté, de la persévérance et de la remédiation. Alors, je regarde rapidement s'il y a des questions, des réactions. Alors, tout ce qui est séance, etc., on y vient. L'action de l'adulte dans la classe, on y vient, effectivement. Et vous voyez bien, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais que je me situe là, à partir du moment où je prends cette question du sémantique, je me situe précisément parce que, Elisabeth, tu ciblais comme point de vigilance, quand on voit des choses comme, eh bien, tu disais, c'est les assises de la réussite scolaire ou les assises de la lutte contre le décrochage, et c'est interchangeable selon les personnes qui communiquent. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Bon, donc c'est mon angle d'entrée, et c'est à partir de là que je voulais proposer de vous emmener dans une réflexion. Alors, le premier point serait donc autour de cette question du décrochage à mettre en regard de la difficulté scolaire. Parce que tout simplement, alors là j'enfonce une porte ouverte, mais enfin le décrochage scolaire, c'est pas du tout la même chose que la difficulté scolaire. Si on s'en tient à des définitions établies, le décrochage, et en fait Elisabeth tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, c'est la sortie du système scolaire avant l'âge de la scolarisation ou l'âge de la formation, sans qualification. Le mot qualification est important parce que selon les pays, on est dans le cadre de l'OCDE hein, quand on pense ces questions, et selon les pays, avoir suivi le cursus peut équivaloir à une qualification, pour d'autres pays, il faut le diplôme. Bon. Vous verrez plus tard une référence dont je n'aurai pas le temps de parler énormément, c'est peut-être qu'on peut y aller, c'est l'ouvrage, alors si on avance, voilà, ici, un ouvrage et une autre référence au sujet de l'inflation scolaire par Madame Durubella, qui est plutôt du côté de la didactique des mathématiques, et des réflexions ici autour de ces questions du diplôme et de la qualification qui serait une autre piste à questionner, mais vers laquelle je ne vais pas. Donc, le décrochage scolaire, si on suit la définition stricte, c'est cette sortie du système sans qualification ou sans diplôme. Mais on sait bien que dans le langage courant, et vous en êtes témoin, j'imagine, au quotidien, on parle assez facilement de décrocheur pour un élève qui ne suit pas. L'élève qui va montrer peu d'appétence pour telle ou telle chose, qui va, et alors dans l'article de Rémi Thibert, vous retrouvez hein, tous ces mots aussi d'absence, d'absentéisme, d'ennui, et c'est cette espèce de constellation autour d'éléments qui sont des causes possibles de décrochage, mais en fait on ne sait pas, des symptômes peut-être de décrochage, mais en fait c'est pas certain, et on a vite fait dans le langage courant de tout mettre du côté du décrochage, en suivant un mécanisme qui, somme toute, est assez proche du mécanisme que l'on nomme de façon un peu récente dans la recherche en éducation, de médicalisation de la difficulté scolaire. Alors ce terme-là, il cible, vous l'avez sans doute déjà entendu les uns les autres, hein, le fait d'externaliser. Et on a un élève qui a des difficultés en français, par exemple, donc on va le faire tester, et donc on découvre qu'effectivement, il y a un peu de dyslexie, donc en fait, il est dyslexique, donc en fait, on va dire que la difficulté, elle est à l'extérieur de l'école. Donc cette externalisation de la difficulté scolaire, c'est une pente, là, dans cette confusion permanente entre décrochage et difficulté, c'est une pente dont il faut avoir conscience. Et donc ce mot de décrochage est en soi foncièrement ambivalent et renvoie comme ça à des processus aussi chez les maîtres, hein, les didacticiens parleraient de maîtres à ce moment-là, que ce soit un professeur de collège, de lycée ou un professeur des écoles. Chez le maître, ça renvoie aussi à un processus d'autodisqualification qui serait en quelque sorte, je ne sais pas quoi faire pour l'aider, donc je caractérise sa difficulté scolaire de décrochage. Comme ça, je vais plutôt vers des dispositifs, je l'envoie vers des dispositifs que je ne prends pas en charge, qui sont plus ou moins spécialisés,
et qui font sortir l'élève. Et donc, on voit bien que le risque premier, celui que je pointe en fait, c'est dans cette confusion entre difficulté et décrochage, d'aller plus rapidement vers des facteurs de décrochage. Alors, on comprend bien, et c'est l'image suivante, que ça puisse... oui, pardon, oui, celle-ci. On comprend bien que tout ça, ça puisse être lié aussi au fait que cette question du décrochage est multidimensionnelle, multifactorielle. Alors, je reprends là aussi simplement des éléments qui me paraissent éclairants pour penser ces questions, qui sont finalement cette répartition en deux grands déterminants, les déterminants internes, les déterminants externes. Donc je sais que je vais un peu vite, vous avez la référence. Hein. En somme, c'est tout de même assez rapide et facile à comprendre. Les déterminants internes seraient ceux qui sont liés finalement à l'école. Alors on va trouver parmi eux des facteurs structurels. Alors ça, ce sont les choses du type les systèmes d'orientation, par exemple. On sait qu'en France, là encore, hein, c'est une réflexion internationale, et on sait qu'en France en particulier, la voie professionnelle est une voie de relégation. Souvent. En tout cas, ça peut être perçu comme ça par des acteurs ou des usagers du service public. Et donc, c'est un facteur structurel de décrochage, ou bien des facteurs liés aux interactions entre l'élève et le professeur. Il y a des témoignages d'élèves qui sont liés aussi aux actions qui ont été menées l'année dernière, qui parlent beaucoup de ces interactions, y compris entre eux, comme cause de décrochage. Et puis, les déterminants externes, c'est ce qu'on sent ceux dans l'école ne peut pas se saisir directement, ou pas se saisir du tout, qui sont les facteurs familiaux, bien sûr, et puis les facteurs parfois donc, internes aux décrocheurs, même si le mot, l'expression n'est pas très heureuse, ou en tout cas est un peu clinique, c'est effectivement souvent des facteurs liés à la personnalité de l'enfant, de l'adolescent. Donc, on comprend bien qu'il y ait cette multitude de désignations aussi parce que il y a différents facteurs. Et on pourrait ajouter à ça que, effectivement, il faut avoir aussi le troisième mot qui dialogue avec ça, qui est l'échec. L'échec scolaire n'est pas tout à fait la même chose que le décrochage, et la réussite, donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Quand on parle de facteurs structurels, on peut tout à fait voir dans beaucoup de conseils de classe, par exemple, que ne pas obtenir une orientation en seconde générale et technologique est verbalisé même comme un échec. Et donc, c'est pas du tout la même chose que le décrochage. Encore une fois, tous ces mots sont, ont leur part d'ambivalence et sont à penser. Le cœur de mon propos, c'est de dire qu'il faut mettre les choses à leur place. Hein, que chaque chose à sa place, c'est important. Alors, ça conduit aussi à cette question de la remédiation, mais avant, je voudrais qu'on puisse écouter le témoignage sur lequel je ne me suis pas arrêté. Enseigner au micro-lycée m'a permis de comprendre l'importance de travailler en réseau, car les difficultés rencontrées par les élèves relèvent davantage de problématiques socio-scolaires que purement scolaires. L'idée serait donc d'institutionnaliser ces temps d'échange afin qu'un déplacement professionnel puisse s'opérer chez l'ensemble des enseignants. Cette année, afin d'accompagner au mieux les élèves, j'ai mis en place une fiche de dialogue individuel élève-professeur. À l'issue de chaque cours ou de chaque exercice, les élèves sont invités à y indiquer ce qu'ils ont compris, acquis et ce qui leur pose problème. S'ils le souhaitent, ils peuvent également préciser l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient au moment de réaliser l'activité proposée. Cet outil leur offre la possibilité de partager leurs émotions, leurs ressentis ainsi que leurs difficultés. Par ailleurs, en prenant conscience de leur savoir-faire et des enjeux, ils prennent confiance en eux. Si je devais retourner en classe ordinaire, je m'appuierais sur cette fiche de dialogue car elle permet aux professeurs de cerner rapidement et quotidiennement où en est chaque élève par rapport aux apprentissages. Et alors, vous voyez, là, je ne commente pas le dispositif choisi, mais ce qui m'intéresse dans ce témoignage, c'est déjà de renouer avec l'idée de collectif, absolument crucial dans les questionnements qui sont les nôtres là, mais aussi de voir que là, Madame Bergine témoigne de ce dont témoignent bien d'autres acteurs. On voit d'ailleurs que les acteurs disent tout, hein, et que c'est le fait de bien distinguer ce qui relève de facteurs externes et ce qui relève de facteurs internes qui permet de guider des choix
et de guider des choix qui sont pertinents par rapport à la situation de l'élève. Et s'il y a confusion, eh bien, malheureusement, c'est l'élève qui va en pâtir. C'est pour ça que ça conduit directement à la question de la remédiation, et c'est pour ça fait partie des questions que je vois, que oui, là, je mets en garde très, très directement, et que je commençais mon intervention par cette question des malentendus. Je souligne donc ce risque de malentendus constant, parce que moi je l'entends en permanence dans les établissements, autour de ce mot de décrochage. Alors, pour l'exemple de fiche de dialogue, là, je vais renvoyer aux ateliers parce que toutes les interventions que vous entendez, ce sont des animateurs des ateliers ensuite, mais je suis sûr que Mme Berger sera ravie de partager ça. Alors, sur cette question de la remédiation, selon moi, elle est centrale et elle est directement liée au point précédent, puisque on voit bien que si l'on confond le décrochage effectif, réel, celui qui correspond à la définition officielle, et la difficulté scolaire, on voit bien d'autres choses, on a tôt fait de se tromper de cible quand on met en place des dispositifs. Alors, quelques exemples, hein, mais si on travaille la confiance en soi, par exemple, on voit parfois des dispositifs devoirs faits qui sont orientés vers ça, vers la question de la confiance en soi, ou bien des dispositifs pris sur moyens propres pour travailler sur la confiance en soi. Et si, en fait, on envoie dans ces ateliers des élèves qui sont en difficulté scolaire, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout de connivence culturelle ou scolaire avec leur environnement, avec le collège, on se trompe complètement de cible. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une question de confiance et donc de déterminants liés aux interactions ou internes aux décrocheurs. Là, en fait, il s'agit tout simplement des malentendus sociocognitifs dont vous entendrez parler dans l'ouvrage de Céphane Bonnery que vous aviez au début du diaporama. Inversement, c'est aussi des choses qui m'arrivent de voir, tout un travail de méthodologie, apprendre à apprendre, qui serait adressé à des élèves qui, en vérité, sont vraiment en situation de rupture, vraiment en situation de refus, hein, comme on parlait tout à l'heure des élèves, enfin, des jeunes qui refusent de retrouver un lien avec l'institution. Là, on voit bien que apprendre à apprendre, la méthodologie, voilà, on se trompe encore de cible. Alors, le point corollaire, c'est sans doute, encore un mot, celui de trajectoire, avant d'arriver à celui de persévérance. Donc, je passe de cette première idée, de ce premier point de vigilance, difficulté, décrochage, à ce mot de trajectoire, puisque il me semble qu'il y aurait un gain considérable à se dire que ce dont on parle fondamentalement, en fait, c'est d'une trajectoire. Quand on parle en amont de toute situation de décrochage des élèves, on parle d'une trajectoire, et le décrochage, il est à ce moment-là vu comme une rupture dans la trajectoire. Chacun a une trajectoire dans l'école, et le décrochage serait alors, dans la trajectoire scolaire, une rupture liée à un événement ou à ces différents facteurs que vous avez toujours à l'écran pendant que je parle. Ce qui conduit, et ça vous le trouverez dans l'article, dans la synthèse de Rémi Thibert que vous avez aperçu tout à l'heure, ce qui conduit à cette typologie qui me semble intéressante d'intervention, ces trois mots, intervention, curatif et préventif. Cette idée qu'il y aurait du curatif qui vient après, une fois que le décrochage est avéré, mais qu'il y a aussi toute une série de gestes préventifs qui vont être très en amont, qui vont servir à éviter toute situation pouvant générer du décrochage. Et puis ce troisième mot d'intervention, où il y aurait, et donc ce serait ça une bonne remédiation, si tant est qu'il puisse y avoir de bonne remédiation, c'est un autre débat, mais ce serait plutôt donc, cette idée d'intervention à un moment où il y a un risque qui apparaît de plus qu'une difficulté scolaire, mais d'aller vers le décrochage, l'intervention dans la trajectoire afin qu'il n'y ait pas de rupture. Ça permet aussi de comprendre, là c'est une autre ressource, c'est celle qui commence à être bien diffusée, et celle d'Yves Reuter
qui est une recherche qui commence à être diffusée. Alors, il y a un ouvrage, mais vous avez, peut-être si vous avez moins de temps et c'est plus économique, la page, encore une fois, de l'Institut français d'éducation, qui parle donc de vécu scolaire et qui s'intéresse justement à cette dimension de la trajectoire du côté de l'émotionnel, du côté de la charge émotionnelle qu'il peut y avoir dans la reconfiguration, c'est-à-dire les représentations des disciplines pour les élèves. Alors, selon moi, on voit bien que c'est assez décisif, ce mot de trajectoire, et que ça change tout de considérer les choses comme ça, parce que si on prend l'exemple voilà, d'un élève qui va, c'est fréquent dans tous les collèges, dans tous les lycées, ça arrive assez quotidiennement, ne pas s'intéresser à l'orthographe ou à la relecture d'un texte en disant « je me comprends ». On voit bien, si je reviens au premier point, que bon, certains acteurs vont avoir tendance à dire « Ah, il y a une situation de décrochage ». Alors non, en fait, pas du tout. Il y a juste une situation là de peut-être difficulté scolaire. Et surtout que dans la trajectoire, on va pouvoir réfléchir, si on pense en termes de trajectoire, on va pouvoir se dire « Non, mais là, il n'y a pas de rupture ». Là, le petit Damien qui me dit « Non, mais je me comprends, je n'ai pas besoin de me relire », il est en rupture, en fait, dans sa trajectoire. Il y a un manque d'appétence, il y a peut-être un manque de confiance en soi, peut-être qu'on lui parle depuis tout petit de fautes d'orthographe et que c'est très culpabilisant, et que donc il n'a plus envie d'en entendre parler, mais il n'est pas en situation de rupture. Donc il me semble que voilà, cette idée de trajectoire qui nourrit un certain nombre de recherches comme celle d'Yves Reuter est spécialement féconde pour pouvoir aussi lire les situations et encore une fois, séparer dans les actions, dans les dispositifs, et en particulier du côté de la remédiation, des choses qui pourraient concourir à l'ambiguïté des termes. Alors, de ce point de vue, on va écouter un troisième témoignage. Avant, ça suppose toujours une petite manipulation pour avoir accès au son, mais il arrive dans un instant. J'avais réussi petit à petit à instaurer un climat de confiance. Les élèves étaient contents de venir en classe, peut-être parce qu'ils se sentaient valorisés, peut-être parce qu'ils se sentaient en confiance, peut-être parce que pour la première fois, voilà, depuis longtemps, il y avait un adulte qui leur faisait. J'ai continué à enseigner et j'ai beaucoup réfléchi à cette problématique du décrochage. Je me suis rendu compte que oui, il fallait de la valorisation, il fallait des gestes de confiance, il fallait des gestes de responsabilisation, mais ça ne suffisait pas, il fallait également des gestes d'engagement. D'engagement de ma part, et je me suis mis à réfléchir, à créer des dispositifs dans des classes pour lutter contre le décrochage scolaire, à engager des projets individuels pour aider des élèves, le tutorat. Et je me suis rendu compte aussi que mon engagement personnel par mes gestes d'accrochage vis-à-vis des élèves ne suffisait pas. Il fallait aussi leur en demander des gestes d'accrochage. Il fallait leur demander de s'engager vis-à-vis d'adultes qui leur faisaient confiance, et ça leur faisait bien. Donc là, vous entendez déjà la passion et l'envie qui fait aussi l'accrochage, je pense. Mais vous entendez ce témoignage qui permet d'aller, en fait, passer de l'élève, de l'enfant, de l'adolescent, au professeur, avec cette réflexion sur ce qu'on va pouvoir faire pour garder l'élève dans un rapport à l'école, dans un rapport aux apprentissages. Et de ce point de vue-là, en fait, on comprend que le mot de persévérance puisse apparaître comme plus adapté par rapport et plus spécifié aussi par rapport à celui du décrochage, c'est-à-dire que dans le grand univers du décrochage, la persévérance, c'est quelque chose d'encore plus spécifique, qui serait justement le fait d'essayer de tenir d'un côté la trajectoire de l'élève et aussi ce qui se passe du côté de l'école pour maintenir la trajectoire de l'élève. Alors cela dit, puisque j'essaie de pointer aussi les ambivalences, le mot de persévérance n'est pas exempt d'ambivalence. On voit bien, on entend bien derrière la persévérance qu'il y a aussi la question de l'effort. Donc le goût de l'effort, alors là tout de suite on entre dans des dimensions qui peuvent être très facilement marquées idéologiquement. Et puis, de toute façon,
même sans aller vers ce terrain, sans tomber, sans glisser vers des sémantismes plus idéologisés, il y a nécessairement dans le mot de persévérance l'idée d'endurance, et donc d'endurance individuelle. Ça veut dire que, c'est d'ailleurs, si je reprends une définition québécoise que l'on trouve dans, je ne sais plus quelle source en revanche, mais peut-être qu'on la retrouve dans Rémi Thibert, les Québécois définissent la persévérance comme, je cite, la poursuite d'un programme d'études en vue de l'obtention d'une reconnaissance des acquis. Et voilà, on voit bien que ça reste du côté de celui qui apprend, et donc ça reste sa responsabilité. C'est peut-être là l'ambivalence. Et là aussi, un point de vigilance pour nous, quand on veut initier des projets dans le cadre de cette semaine de la persévérance. Peut-être qu'il y a besoin de décorréler aussi ce qui est de l'ordre de la trajectoire que vit le jeune, et ce qui est de l'ordre de sa responsabilité, au sens où il y aurait une forme de culpabilisation à certains moments. Et donc, dissocier le cursus de la réussite, c'est intéressant aussi. Quand je disais tout à l'heure qu'il y aurait toute une piste là-dessus, dans cette différence, suivre un cursus, c'est déjà se qualifier, même si on n'a pas le diplôme. Bon, c'est tout un foyer de réflexion que l'on a là. En tout cas, vous voyez que c'est ça qui nous conduit à réfléchir, à aller vers cette question des gestes d'accrochage, puisque ce mot, ce terme de geste d'accrochage, puis la concrétion qui vont être les différents choix du côté des maîtres et des adultes globalement. Il y a un témoignage que j'avais plus la place de conserver, mais qui était un témoignage d'un collègue CPE qui disait mais que voilà, être à l'accueil des élèves le matin, dire bonjour, connaître leur nom, etc., c'était aussi quelque chose qui pouvait relever des gestes d'accrochage, je suis bien d'accord. Que les élèves n'arrivent pas dans un établissement où il y a des adultes qui leur crient dessus, c'est quand même quelque chose qui aussi peut contribuer à maintenir une trajectoire. On voit bien que voilà, quand on parle de gestes, résolument, on est du côté de ce que l'adulte, de ce que le maître, de ce que l'école peut faire pour aller maintenir le jeune à l'intérieur de ce système, et que du même coup, c'est aussi le geste que le jeune peut faire pour rester réceptif à ce qui se passe. Alors, si on parle de geste d'accrochage, forcément ce mot geste fait résonner pour bon nombre d'entre nous la notion de geste professionnel développé et largement diffusé aujourd'hui de Dominique Bucheton. Là aussi, vous retrouvez sur l'Institut français d'éducation une ressource très simple qui vous donne, alors il faut regarder le multi-agenda, puis il faut regarder après les postures enseignantes et les postures d'élèves, comme vous le voyez dans le menu qui est sur la gauche. Mais c'est donc, je ne développe pas ici toute cette pensée sur les gestes de Bucheton, mais ce qui me paraît important, c'est de ne pas s'y tromper. Les gestes d'accrochage dont on parle ne sont pas des gestes d'enseignement. Forcément, il y a une référence aux gestes de Dominique Bucheton, qui sont, voilà, vous les voyez, comment piloter les tâches, comment tisser pour que les choses que l'on apprend aient du sens. Mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les gestes d'accrochage dont on parle, et je n'en fais pas la liste puisque ce n'est pas l'objet là, mais encore une fois, je vous renvoie au livret pédagogique très riche qui est issu des travaux de l'année dernière. Mais ces gestes d'accrochage ne sont pas les gestes d'enseignement, en fait. Ce sont des éléments supplémentaires à expliciter. Souvent, ils existent. Et on ne les explicite pas. Mais ils ne sont pas à confondre avec les gestes d'enseignement. Alors, par exemple, la question, effectivement, de l'organisation de l'espace, j'anticipe un peu, mais il y avait un renvoi vers une référence, voilà. J'en dis pas plus puisque tu en as parlé, mais ça fait évidemment partie de la réflexion que l'on peut avoir. Ça paraît évident quand on pose une leçon, quand on définit les choses comme ça. Mais si on prend d'autres exemples, on peut interroger par exemple la question de l'équilibre entre l'individuel et le collectif en classe. En tant qu'inspecteur pédagogique, je passe beaucoup de temps dans les classes et je vois beaucoup de situations où il y a en fait d'un point de vue pédagogique, une sorte de bel équilibre, la classe est conduite, justement, un enseignement est fait parce qu'il y a ces gestes professionnels qui sont déployés,
Et il y a une alternance entre du collectif et de l'individuel. Donc les élèves ont une petite tâche à réaliser à l'écrit individuellement, et puis ensuite le maître attend que y ait une participation. Et là, on peut voir s'installer, ou en tout cas exister, un déséquilibre qui est une question d'accrochage, puisque c'est un équilibre très difficile à tenir. À quel moment, moi, en tant qu'adolescent de 12-13 ans, j'ai intérêt finalement à participer à cette parole collective qui se construit? Je peux avoir suivi en fait la consigne, être entré dans la tâche et avoir fait l'exercice. J'ai pas pour autant envie de lever la main, de participer. Et c'est un moment où on peut voir la charge cognitive d'ailleurs s'effondrer complètement quand ça se prolonge. Donc c'est ça les gestes d'accrochage dont on parle aussi. Ils sont pas tout à fait la même chose que les gestes professionnels. Ils sont pas une espèce d'ossature indispensable pour construire un enseignement, c'est ça les gestes professionnels, mais qui sont l'ensemble de ces choix de posture chez l'adulte comme celle qu'on fait adopter à l'enfant, à l'adolescent, qui permettent de maintenir finalement, et j'en reviens à ce mot qui pour moi est le mot-clé, à une trajectoire porteuse. Un dernier témoignage de ce point de vue-là. Le moment à partir duquel j'ai développé des gestes d'accrochage en direction des élèves, ça a été une conférence organisée par la MLDS de mon district il y a quelques années, avec Daniel Favre, qui est professeur en sciences de l'éducation et neurobiologiste. Il a écrit entre autres un ouvrage intitulé « Cessons de démotiver les élèves », qui est tout de même un titre assez provoquant, je trouve, voire même culpabilisateur. En tout cas, c'est ce que j'avais pensé à l'époque. Et cette conférence m'a fait prendre conscience, sans aucun jugement, que l'école pouvait, elle aussi, en fait, générer du décrochage chez les élèves, paradoxalement. Notamment par la relation entre les adultes et les élèves, par l'incohérence parfois de ce qu'on dit et ce qu'on fait, ou par la vision que l'on a en tant qu'enseignant sur les élèves. Et donc, ça a été un point de départ à beaucoup de questionnements, de remise en cause, de remise en question dans mes certitudes, qui m'ont profondément bousculée professionnellement et personnellement. Et cette prise de conscience, m'a amené petit à petit à regarder les élèves en tant que personnes, donc dans leur globalité, et non plus à les regarder uniquement en tant qu'élèves, et d'accepter parfois, d'ailleurs, par exemple, qu'ils puissent ne pas être disponibles pour les apprentissages parce qu'ils pouvaient être préoccupés par d'autres choses. Et j'ai donc adopté une posture différente, un langage différent, un ton différent pour m'adresser à l'élève en fonction de la situation. J'ai eu un suivi différent et parfois des pédagogies différentes qui ont changé la relation que je pouvais avoir avec mes élèves. Mais ce qui était difficile, c'est quand même la réalité du terrain, parce que parfois, dans certaines situations, ce n'est pas toujours une posture naturelle et automatique, surtout au début. Je dirais que selon son propre parcours scolaire, selon ses propres expériences, selon ses propres représentations aussi, moi j'ai gardé en tout cas inconsciemment une certaine résistance pendant longtemps à ce changement. Et j'ai gardé une certaine vision ancrée de l'élève idéal. Donc ce changement de paradigme n'a pas été facile. Et puis surtout, lorsque cette réflexion n'est pas menée à l'échelle de l'établissement ou même à l'échelle d'une équipe pédagogique, les résultats ou les effets restent limités et parfois on a même l'impression de nager à contre-courant quand on se sent un petit peu isolé dans ce changement de paradigme. Voilà, donc là on entend beaucoup le mot de posture dans ce témoignage qui est le plus long, puisque c'est effectivement celui qui, je suis en train de le dire sur le fil de discussion, reprend le plus avec cette idée de changer de paradigme, cette idée de réfléchir à ce que l'on peut faire comme adulte dans l'école pour participer à un accrochage constant des élèves plutôt que de reporter sur des dispositifs externes la difficulté
et ensuite confier à d'autres le soin de remédier au décrochage. C'est un peu ça l'enjeu. Effectivement, c'est ce mot de posture que ça engage, et c'est celui que l'on entend le plus. Je regarde juste pour le temps, on va conclure, puisque il est largement l'heure. Avec cette idée finalement que dans ce que je vous disais là, il y aurait encore des choses à dire sur la différenciation, tout, mais on a le temps. Mais dans ce que je vous disais là, ça conduit à dire que, en quelque sorte, une semaine de la persévérance qui serait une semaine idéale, serait un peu une semaine où il y a des actions qui sont, des espaces qui sont ouverts pour les différents membres de l'équipe pédagogique pour réfléchir à quelle place ils occupent, dans quel registre d'action ils cherchent à se placer. Est-ce qu'ils interviennent justement du côté franchement du décrochage, plutôt de la difficulté scolaire, du côté de la détection, à des résistances aux gestes d'accrochage, du côté de la diffusion de gestes d'accrochage. En somme, savoir quelle place on choisit d'occuper dans cette constellation de termes qui gravitent autour du mot décrochage. Merci, je regarde rapidement et je me tourne vers les collègues pour voir s'il y a des questions ou des éléments auxquels il faudrait répondre. Vas-y, les 45, tu m'arrêtes. Juste pas vraiment de questions, hein. Je crois qu'il y avait quelques commentaires et quelques réflexions, mais qui pourront peut-être être creusées dans le cadre des ateliers, hein. Je pense que sur le temps d'après, vous aurez l'occasion d'échanger sur ces différents éléments de réflexion que vous avez pu mettre dans le fil de discussion, avec des questionnements en plus et ou des remarques sur la place des devoirs faits, la place de la notion de trajectoire, sur les questions autour de l'hétérogénéité, la place de la voie professionnelle. Je peux juste répondre à cette question d'hétérogénéité, ça va être très rapide. La gestion de l'hétérogénéité, souvent, là aussi il y a un malentendu, souvent elle est perçue comme la nécessité de démultiplier les trajectoires. En fait, la gestion de l'hétérogénéité, la vraie différenciation, elle n'est pas dans le fait de démultiplier les supports, les trajectoires, les démarches. Elle est dans le fait d'ouvrir pour accueillir chacun à hauteur de ses moyens. Et que le plus essentiel, c'est de mettre en place des éléments qui ne comportent pas de ticket d'entrée. Je prends souvent en réunion d'équipe ou dans les échanges avec les professeurs de français, et je crois que c'est un exemple qui est parlant pour tout le monde, l'exemple d'une séance de lecture qui commencerait par, voilà, alors qui est le narrateur? Question anodine qui pourtant comporte déjà le guichet. Voilà, donne-moi la preuve que tu peux rentrer dans ma réflexion, dans mon cours, dans ce qui n'est pas une démarche pour toi, mais mon parcours de professeur, et je te laisserai rentrer. Et on laisse de côté beaucoup d'élèves. La gestion de l'hétérogénéité, c'est ça, et c'est aussi un geste d'approchage que d'ouvrir, d'où cette référence à la différenciation. Voilà, c'était juste le point. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième partie, hein, que va vous présenter Tania Boutougues de cette matinée. Juste puisque nous ne serons pas là, je dirais, en termes de conclusion, à Guillaume Duez et moi-même, puisque nous sommes sur un autre événement par ailleurs, une autre réunion par ailleurs. Donc, en tout cas, j'en profite avant que Tania puisse prendre la parole, puisque je n'ai pas fait en introduction, hein, à la fois pour remercier les personnes qui vont animer les ateliers, remercier Guillaume Duez qui était présent aussi, et puis toute l'équipe du SAIO qui a travaillé autour de l'organisation de cet événement, notamment le pôle décrochage, hein, qui n'est pas complètement complet aujourd'hui, puisqu'il a évolué, je dirais, en cours de construction. Mais je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé pour que cet événement puisse avoir lieu. Et je laisse la parole à Tania. On va terminer avec des informations pratiques sur la semaine de la persévérance qui commence dès lundi prochain et qui porte le même thème que celui de l'année dernière, autonomie, mobilité et persévérance. Donc un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la semaine de la persévérance, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux. Il s'agit vraiment pendant cette semaine de se mobiliser, de faire connaître les initiatives aux familles, aux élèves, à tous nos partenaires, alors qu'ils soient au sein de votre établissement ou du réseau focal ou des partenaires extérieurs avec lesquels vous travaillez.
Et donc, c'est de profiter de cette semaine pour faire des rencontres et échanger sur la thématique qui nous préoccupe. Vous pouvez demander à votre réseau focal le programme des actions, des événements mis en œuvre sur cette semaine pour voir ce qui se fait à l'extérieur et rencontrer d'autres collègues, d'autres professionnels, peut-être d'autres familles aussi et des élèves. Donc, sur le site du SAIO, on a la mallette 2022 pour la semaine de la persévérance scolaire. On va s'y rendre de suite. On trouve sur on peut y accéder encore maintenant parce que c'est la thématique du moment et le petit onglet ici, la petite icône change à chaque événement. Donc là, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Si on clique dessus, on a tous les outils qui sont à notre disposition, qui sont les fiches, les documents pour la communication. Mais on a aussi des fiches méthodes. Donc, les fiches méthodes de cette année et les fiches méthodes des années précédentes. Une partie des fiches de méthode précédentes. On peut retrouver aussi toutes les fiches des années précédentes sur le site également. Et on vous a mis l'audiothèque qui comporte les témoignages dans leur intégralité, des extraits que vous avez eus ce matin, plus d'autres témoignages sur notre thématique de cette semaine. Alors, par exemple, mon premier geste d'accrochage, il suffit de cliquer. Et là, vous n'entendez pas parce que c'est nous, on ne peut pas vous faire entendre par le biais de WebEx dans ce cas-là, mais en fait, vous pourrez entendre le son tout à l'heure, quand vous voudrez, enfin, au moment où vous voudrez vous connecter. Cette année, donc parmi les fiches méthodes, on a le mode d'emploi, la fiche action ingénierie, comment on met en place une action donc dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, mais là, vu qu'on est à J-3, on peut réutiliser cette fiche pour d'autres projets qu'on voudrait mettre en œuvre. Et aussi la fiche méthode concours d'affiches. Donc, la fiche, pardon, je vais aller un peu vite, la fiche de la semaine de la persévérance scolaire 2022 a été créée à partir du prix coup de cœur de la fiche de la session précédente, réalisée par les élèves du lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers et Louis Michel à Bobigny. Donc, on vous a mis aussi, mais ces documents sont visibles sur notre site, les prix collèges qui ont été retenus. Et cette année, on reconduit l'opération avec du coup un règlement qui vous est expliqué avec l'objectif, encore une fois, de faire travailler les élèves autour d'un projet en alliant la créativité et les faire réfléchir sur ces questions d'autonomie, de mobilité, enfin utiliser le prétexte de la fiche pour les faire réfléchir sur les notions d'autonomie, de mobilité et de persévérance. Qu'est-ce que ça évoque chez eux, qu'est-ce que ça représente, comment on devient autonome, etc. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les élèves du CVC ou du CVL également. Ensuite, alors donc, hop,
Voilà. Donc, le focus sur la fiche méthode concours d'affiches est disponible en ligne. Le règlement également par rapport au format respecté. Tous les supports graphiques sont acceptés. Vous en avez la preuve cette année. Il faut par contre que le titre persévérance scolaire puisse figurer sur la fiche. Voilà, question calendrier, on vous a remis la date de saisie et quand vous aurez le diaporama, vous pourrez cliquer sur le lien pour renseigner les actions que vous mettez en œuvre afin qu'on ait une visibilité et qu'on puisse aussi valoriser tout le travail qui a été fait sur le terrain. Donc la semaine de la persévérance scolaire débute lundi prochain jusqu'à samedi 16 avril. Pendant ce temps-là, vous pouvez, et je vais revenir sur la diapo, enfin je vais évoquer ce point-là sur la diapo suivante, nous envoyer des capsules vidéo, des témoignages et la fiche. Jusqu'au 19 mai, vous pouvez nous la faire, enfin vous avez jusqu'au 19 mai pour nous la transmettre. Et en juin, un jury se réunira pour délibérer sur le concours. Voilà. Donc, pendant la semaine de la persévérance scolaire, on parlait de valorisation. On a des éléments aussi dans la fiche valorisation qui est disponible sur le site. N'oubliez pas de prendre des photos, de réaliser des capsules vidéo ou audio, de recueillir des témoignages qui pourront être réutilisés par la suite pour vous ou par nous. Vous pouvez aussi rédiger des mini-articles. N'hésitez pas à alimenter le site de votre établissement, à nous transmettre donc à Florian Maréchal qui s'occupe de la communication au sein du SAIO, à l'adresse qui est indiquée, et d'investir les réseaux sociaux pour faire connaître tout ce que vous mettez en œuvre sur le terrain. Et puis après, c'est toujours bien de réaliser un bilan des événements, des projets que vous avez menés. Et puis, on est preneur de tout bilan, pareil, pour savoir ce qui s'est passé et pouvoir valoriser vos actions. Et je voulais aussi remercier tous les participants et tous les intervenants, surtout, qui ont co-construit ce forum, qui ont animé les ateliers et qui donnent aussi du sens à tout le travail qu'on mène. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne semaine de la persévérance à vous, à vos collègues et à vos élèves. À bientôt, au revoir.